vous remercie d'être venus aujourd'hui pour notre traditionnelle galette des rois. Elle avait lieu l'année dernière ici même. Et donc je remercie à cette occasion Brigitte et Daniel qui ne sont pas encore arrivés de nous recevoir ici dans ce lieu très convivial. Je tiens à remercier aussi les élus qui sont présents, donc les élus régionaux, les élus municipaux, qui sont fidèles au poste et qui défendent vos intérêts, que ce soit dans leur commune ou à la région. Et puis bien sûr, je tiens à remercier Edwige Diaz, donc, qui est notre invitée d'honneur aujourd'hui et qui est, qu'on applaudit, qui fait un travail dans son département. Donc elle est déléguée départementale de Gironde. Elle est aussi élue conseillère régionale pour la région Aquitaine. Elle est membre élue donc, du comité central et membre du bureau politique. Donc elle est de plus en plus connue puisqu'on la voit régulièrement passer à la télé et elle a l'occasion à ce moment-là d'exprimer ce que nous pensons et ce que nous défendons. Donc merci Edwige d'être fidèle au poste et de défendre les intérêts des Français et toutes les idées que nous défendons. Donc je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous une belle année, une heureuse année à chacun d'entre vous, que ce soit sur un plan personnel, sur un plan professionnel ou alors même sur le plan politique, puisque cette année sera peut-être celle d'une grande victoire politique, puisque les européennes sont en marche. Nous avons lancé la campagne des européennes à Paris au mois de janvier. Et donc nous avons eu la grande joie de découvrir que ce serait Jordan Bardella qui mènerait notre liste pour ces européennes. C'est un message d'espoir que nous envoie notre présidente en choisissant un jeune, quelqu'un qui représente la jeunesse et qui a compris que nous voulions changer de cap, que le cap de nos politiques depuis 40 ans n'était pas celui qui conduirait la France à la prospérité. Donc c'est la voix de l'espérance que porte Jordan Bardella. C'est ce soulèvement des peuples qui veulent retrouver la maîtrise de leurs frontières, de leurs lois, de leur économie, de leur industrie. C'est la voix des nations qui se réveillent dans toute l'Europe, qui a déjà commencé à se réveiller en Italie, en Pologne, en Autriche, en Hongrie, et qui commence en France avec ce grand mouvement des Gilets jaunes, dont je reparlerai tout à l'heure. J'ai envie de vous citer une des phrases de Jordan Bardella. « Pas un euro pour les migrants tant qu'il y aura des Français sans toit sur leur tête. » Nous refusons également la propagande pro-migrants qui sévit dans nos écoles. Vous savez que l'association SOS Méditerranée a reçu une accréditation pour intervenir dans nos écoles et donc enseigner à nos enfants dès le plus jeune âge que c'est l'autre qui doit primer sur le français, le citoyen. Et ça, nous le refusons fermement. Et Jordan Bardella et la liste de Marine Le Pen porteront ce message lors des élections européennes. Donc je vais vous préciser aussi notre position sur l'Europe, parce que c'est un sujet sur lequel il me semble important de revenir. Vous m'entendrez souvent le redire. Je crois que notre message a été mal compris. On a cru qu'on était contre l'Europe. Or, l'Europe, elle est millénaire. La France s'est construite dans une Europe forte. Et donc, ce n'est pas contre l'Europe que nous sommes, mais contre l'Union européenne, qui prétend imposer au peuple sa propre volonté, qui entend imposer aux nations leurs lois, la manière dont ils doivent traiter leur économie, et qui en fait enlève aux nations la suprématie qui doit être la leur, parce que nous sommes européens certes, mais nous sommes d'abord français, et donc nous avons besoin d'une Europe forte, mais pas celle qu'on nous propose. Donc l'Europe, bien évidemment, nous voulons construire une Europe qui soit forte, qui s'appuie sur notre histoire et qui laisse à chaque nation la possibilité de choisir pour elle-même de son propre destin.
Donc vous l'avez compris, la liste du Rassemblement national, elle défendra nos libertés. Ça fait 40 ans que les politiques vendent et bradent la France et nous sommes les seuls légitimes à porter cette liste qui défendra la liberté des Français. Il faut en être persuadé à l'heure où aujourd'hui on veut nous faire croire que, alors peut-être une gilet jaune éventuellement pourrait être la voie qui serait l'opposition à Macron. Non, on a bien vu que cette liste, elle était complètement phagocytée, manipulée. Les gens viennent de LREM, Tapi est là-dessous. Voilà, il faut pas se laisser berner. Il est clair que seul le Rassemblement national, qui depuis 40 ans défend la liberté des Français, défend la lutte contre l'immigration, la préservation de notre industrie, de notre patrimoine, tout cela, il n'y a que le Rassemblement national qui est fiable pour nous défendre là-dessus. Donc je vais en profiter pour vous parler un petit peu de ce qui se passe avec les Gilets jaunes, qui est quand même très intéressant, puisque ça fait maintenant 11 samedis de suite que les Français manifestent, prennent de leur temps, de leur loisir, pour aller dire stop au gouvernement Macron. Alors bien sûr, ils disent stop au gouvernement Macron, mais ils disent stop aux 40 ans de politique qui ont toutes eu le même credo immigrationniste, mondialiste, européiste et libre-échangiste. Donc les Français se réveillent et participent, je dirais, à ce réveil des peuples européens. On avait cru qu'ils étaient lobotomisés, que le peuple de France était mort, enfin ça arrangeait bien certains. Et finalement, on se rend compte que la petite graine, la petite joie du peuple de France se réveille toujours. Alors peut-être un peu tard, mais elle est là, elle est forte, cette voix. Et donc c'est un bon signal. C'est un très bon signal. Et je dirais qu'il faut essayer de faire comprendre à tous ces gens qui manifestent que tout ce qu'ils demandent, le Front National le propose depuis toujours. Et donc, nous sommes bien crédibles sur ces sujets. Et donc, ils ont raison, pour certains, en tout cas, on les encourage tous à se tourner vers nous, parce que nous défendrons leurs intérêts. J'ai envie de revenir sur ce débat organisé par M. Macron pour essayer de racheter une conduite mauvaise qu'il aurait eue. On voit que le système est à bout de souffle, que c'est encore un gros coup de com', puisque les Français, c'est pas un débat qu'ils demandent, c'est le référendum d'initiative citoyenne que nous demandons nous aussi depuis des années. Et donc ce débat est en fait une mascarade pour empêcher les Français d'aller dans les urnes et de dire par les urnes ce qu'ils demandent et ce qu'ils veulent. Tout le monde connaît les revendications des Gilets jaunes, tout le monde les connaît, il n'y a pas besoin d'organiser un débat pour ce faire. Il est clair que les Français ont dit ce qu'ils avaient à dire et n'ont pas envie de parler, je dirais, sur des sujets qui seront peut-être laissés au panier, en tout cas sur lesquels ils n'ont aucune garantie qu'un changement se produira après qu'ils aient parlé. On a l'impression qu'avec ce débat, Macron essaye de gagner un peu de temps, de récupérer un peu d'antenne sur le dos des élections européennes. En fait, il essaye d'avoir un peu plus d'antenne que les autres pour essayer de racheter son peuple. Mais non, nous ne laisserons pas faire et nous continuerons à nous faire entendre et à demander ce référendum d'initiative citoyenne qui est plébiscité par la majorité des Français. C'est peut-être aussi un moyen pour M. Macron de ne pas proposer aux Français une vraie représentation. Nous avons toujours dit
que le système représentatif en France est complètement injuste. La preuve, c'est que tout le monde le dit aujourd'hui. Et donc, nous réclamons une proportionnelle pour que la voix du peuple, s'il n'en a pas peur, s'il veut vraiment l'entendre, eh bien, elle puisse se manifester dans les urnes et que le peuple se sente réellement représenté par, par une assemblée qui serait à son image, je dirais. Donc voilà, tout ça pour vous dire que nous ne nous laisserons pas intimider par ce gouvernement Macron, nous ne nous laisserons pas intimider par Nicole Belloubet qui menace Marine de poursuite car elle émet un avis contraire au gouvernement sur un certain nombre de sujets, notamment le traité d'Aix-la-Chapelle. Nous ne nous tairons pas, le Rassemblement national est toujours présent pour vous défendre, pour défendre vos intérêts et vos élus sont là pour vous défendre. Alors sachez que le 26 mai, un seul bulletin sera le bon, c'est celui du Rassemblement national. Je vais passer la parole. Alors je voulais vous présenter mon bureau, c'est un peu l'occasion aussi que j'ai aujourd'hui de vous présenter les personnes avec qui je travaille dans la Fédération de Loire-Atlantique. Donc Gauthier Boucher, qui est mon adjoint, qui est responsable aussi de la communication, des réseaux sociaux, qui fait énormément de travail sur tout ce qui est plus administratif, on va dire, et qui est aussi responsable de tout ce qui est envoi de mails, rappel des événements. Voilà. Je remercie Gauthier qui est un vrai soutien et qui fait beaucoup de boulot pour vous. Donc ensuite, je les prends un peu comme je les vois. Donc Jérémy Hervouet, si tu veux venir. Donc, Jérémy est responsable de Génération Nation. Il est également responsable de la 9e circonscription. Alors il y a ensuite Pascal Roine, voilà, qui est responsable de la 3e circonscription. Nicole Pétrel, qui nous a rejoint en ce début d'année et qui est responsable des événements. Il y a bien sûr Jean-Claude Blanchard, qui est membre de droit, puisqu'il est élu conseiller régional des Pays de la Loire. Et puis Dylan Harel, voilà, qui aide aux événements et qui est responsable de la 5e circonscription. Voilà, donc nous essayons d'œuvrer tous ensemble pour une fédération active et qui soit au plus près des intérêts de nos habitants. Et puis il y a bien sûr aussi Grégory Lamarre qui est responsable du DPS, voilà, qui est dehors et qui ne nous entend pas. Mais qui assure notre sécurité à chaque événement. Donc je le remercie également. Donc je vais laisser la parole à Gauthier qui a quelques mots à vous dire sur les européennes. Voilà, donc je vous remercie en tout cas et je vous souhaite une bonne journée. Merci Éléonore pour cette présentation. Chers amis, je me joins naturellement à Éléonore et à l'ensemble du bureau départemental pour vous présenter nos meilleurs vœux et vous souhaiter une très bonne année. Et nous souhaiter une très bonne année en vue de cette échéance capitale pour la France et pour l'Europe que nous voulons, que seront, comme l'a rappelé Éléonore, les élections européennes, tour unique de scrutin le 26 mai 2019. Il faudra vraiment vous dépasser parce qu'il n'y aura pas de deuxième tour, il n'y aura pas de deuxième chance, à la fois pour la France que nous voulons et l'Europe que nous voulons, qui est effectivement, qui n'est pas l'Union européenne actuelle, qui est une Europe des nations, qui est une Europe des libertés, avec cette liste conduite par Jordan Bardella et naturellement soutenue, poussée par notre présidente Marine Le Pen. Il est très important que nous nous mobilisions pour cette échéance parce que c'est vraiment le premier combat depuis l'élection présidentielle de 2017. Donc ce sera un peu la clarification de ce que les Français penseront
de cette année et demie de quinquennat Macron-Philippe, et naturellement les Français auront des choses à dire. Et le mouvement populaire des Gilets jaunes, l'a rappelé Eleonore, c'est déjà un marqueur de ce qu'est l'opinion publique dans ce pays. Il y a un petit peu de casse, mais ça n'est pas le fait des Gilets jaunes, et les médias ne retiennent que ça, les médias grossissent cela naturellement. Mais il y a une véritable atmosphère de contestation dans ce pays, qui est une contestation populaire, qui n'est pas la contestation des élites, qui est la contestation du peuple, de ce peuple que vous voyez sur les ronds-points, autour des bras zéro, qui vivent dans les villes moyennes, dans ce qu'on appelle un petit peu négativement parfois le périurbain, qui vivent dans les campagnes naturellement où la situation est encore pire, et notamment pour nos agriculteurs. C'est ce peuple-là qui aujourd'hui s'habille en jaune fluo, bien visible, et qui se manifeste depuis 11 samedis de suite. Et pour faire entendre la voix de ce peuple, nous aurons donc une liste sur le départ le 26 mai, dont nous avons appris en début de mois qu'elle était conduite donc par Jordan Bardella, dont nous avons vu le 13 janvier dernier, lors d'un très grand meeting à la Mutualité à Paris, 1800 personnes présentes, donc Jordan conduirait cette liste. Et nous avons vu et nous avons pu faire savoir que nous aurons aussi des soutiens, des alliés de poids dans cette liste et dans ce combat. Parce qu'on disait depuis des décennies, le Front National avant le RN, vous n'avez pas d'alliés, vous êtes seul, vous ne pourrez pas agir politiquement parce que vous êtes seul. Et aujourd'hui, nous avons l'appui de personnalités telles que Thierry Mariani, ancien ministre des Transports, un figure historique du RPR et de l'UMP, fondateur d'un groupe de pensée qui s'appelle la droite populaire, qui est ces élus, ces cadres de la droite qui veulent vraiment de la sécurité, qui veulent vraiment un État régalien fort. Eh bien, M. Mariani nous a rejoints, ainsi que M. Garot, ancien député de la Gironde, département de notre invité. Et ce sont des marqueurs forts, quand même, du fait que le Front National devient véritablement le Rassemblement National, qu'il rassemble beaucoup plus au-delà que son étiage classique on a fait 21% au premier tour de l'élection présidentielle. C'est pas mal du tout, mais ça nous montre que demain, on a aussi du potentiel et qu'on on rassemblera sans doute beaucoup plus largement encore. Il faut aussi signaler la présence en 5e place sur notre liste d'un intellectuel qui est une figure importante de la réflexion sur l'écologie, la véritable écologie, pas l'écologie punitive, qui est Hervé Juvin. Eh bien, si des gens comme ça nous rejoignent, ça veut dire que nous ne sommes pas... nous ne sommes plus que nous étions par le passé, un morceau de la vie politique, un peu ostracisé, un petit peu mis au rebut comme ça. Nous devenons beaucoup plus attractifs que nous étions, et ça, naturellement, on le doit en grande partie, je pense, à Marine Le Pen, à ce travail de réflexion, de refondation qu'elle a accompli l'année dernière, parce que Marine a des qualités que n'ont pas beaucoup d'hommes politiques, notamment l'introspection, la capacité de dire « bah oui, parfois on aurait pu mieux faire, il faut rester humble ». Et Marine a véritablement ces qualités-là, ça va nous permettre de rassembler plus largement encore à l'avenir. Il est très important que nous nous mobilisions parce que vous voyez aussi, et Léonore en a parlé, qu'il y a quand même un certain nombre de grandes manœuvres du gouvernement pour essayer de casser l'opposition populaire et nationale que constitue le RN. Et vous avez vu peut-être cette liste gilets jaunes bizarroïde faite de bric et de broc, avec une figure, une dame qui est sans doute sympathique, qui est une meneuse des gilets jaunes. On ne peut pas a priori contester sa sincérité, mais quand même on peut se demander si elle ne se laisse pas prendre dans un truc qui n'est pas très sincère, où on voit que dans la liste des gilets jaunes, qui s'autoproclame ralliement de l'initiative citoyenne, RIC, qui récupère en quelque sorte le mot d'ordre des gilets jaunes sincères, le référendum d'initiative citoyenne ou populaire, on voit que sur cette liste, il y a quand même des gens d'En Marche, des gens de l'UDI, on soupçonne qu'il y ait le financement de Bernard Tapie, qui n'est pas la figure de la classe politique la plus honnête qui soit, je n'ai pas besoin de vous le dire, je crois. On peut se dire que cette dame se fait naïvement, je pense pas, ou insincèrement prendre dans des filets qui sont très étranges, très obscurs, très opaques, et qui ne correspondent pas
par ailleurs à ce que souhaite la majorité des Gilets jaunes, qui sont des gens apolitiques, qui sont des gens ordinaires, qui se méfient de la politique des syndicats et des partis. Et on ne peut pas leur donner totalement tort, parce que la politique, ces dernières décennies, c'est pas vraiment Jojo, l'alternance droite-gauche. Bon, on peut comprendre qu'ils s'en lassent. Cette liste Gilets jaunes, si elle se fait, elle nuira, vous devez bien le comprendre, principalement au Rassemblement national. C'est le but. C'est le but du gouvernement. Il y a toujours eu comme ça, on va faire un exposé historique, mais il y a toujours eu comme ça aux élections européennes, des petites listes bizarroïdes qui font 5-6% à la fin et qui enlèvent généralement des voix au RN, au FN de l'époque. Vous êtes peut-être actif vous-même sur les ronds-points ou sur les réseaux sociaux dans le mouvement des Gilets jaunes. Nous sommes assez politisés, on comprend ce qui se passe. On ne peut pas en vouloir aux gens de ne pas toujours être aussi conscients de ce qui se passe dans la vie politique. Eh bien, si vous avez l'occasion de discuter avec des gens qui peuvent se laisser séduire par cette liste, vous devez, je pense, leur dire faites attention, méfiez-vous des financements, méfiez-vous de qui est sur la liste, méfiez-vous de ce qu'en pense le gouvernement, parce que quand quelqu'un comme Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, dit de cette liste « Ah, c'est un processus intéressant démocratiquement, c'est une bonne idée cette liste », ça sent quand même pas très bon. Donc il faudrait, je pense, on vous le conseille, d'éclairer un peu les gens qui, parfois, et c'est pas de leur faute, n'ont pas le temps de s'intéresser à la politique parce qu'ils ont le boulot, parce qu'ils ont les enfants, parce qu'ils ont une vie, tout simplement. On peut pas... Il y a des dizaines de millions de gens qui ont une vie difficile en France. On ne peut pas vraiment leur en vouloir de ne pas voir clair dans le jeu de Macron, qui est un jeu volontairement très opaque. Et le Rassemblement national, et Marine Le Pen, et Jordan Bardella vont rétablir un petit peu de clarté, un petit peu de lumière dans ce jeu politique qui est avec beaucoup de brouillard. Et donc, chers amis, pour conclure, il faut nous mobiliser pour les élections européennes. Voter, enfin, militer c'est bien, tracter c'est très bien, coller c'est très bien. Voter c'est essentiel. Il y a aussi quelque chose auquel on pense moins qui est important, qui est d'être volontaire, si ça vous intéresse, pour être assesseur ou président de bureau de vote. Alors président c'est un peu compliqué, en général c'est réservé aux élus locaux, mais assesseur c'est votre droit. Et peut-être que même c'est votre devoir. Enfin, on ne va pas vous l'imposer, mais si vous pouvez être assesseur, c'est-à-dire surveiller des bureaux de vote, c'est très important pour nous, et c'est très important pour la cause que nous défendons. Parce que lorsque nous surveillons des bureaux de vote, on le fait pour deux choses, objectivement. Pour vérifier qu'il n'y a pas de triche. La triche, il ne faut pas la surestimer, mais il ne faut pas la sous-estimer non plus. C'est assez rare, les cas de triche, mais ça existe. Ça existe dans certaines zones où il y a des barons, en gros, des barons de la politique qui se disent, qui vacillent sur leur siège, parce qu'ils font la politique depuis des décennies, ils se disent, là il faut tricher, sinon je vais perdre mon siège. C'est important, et je pense notamment au bastion communiste, si on n'en a pas tellement ici. C'est important de surveiller pour éviter la triche. Et puis il y a un deuxième motif pour être assesseur, aussi, c'est finalement assurer une présence psychologique, montrer à nos adversaires qu'on existe, qu'on n'existe pas caché dans l'ombre, sous pseudonyme ou uniquement à coller des affiches à nuit. On existe, on est là, on est dans la vie publique, on est dans l'agora, autant que les gilets jaunes, parce que nous sommes aussi des gilets jaunes. On a beaucoup d'entre nous ont porté le gilet jaune. Je crois qu'on a tous le gilet jaune sur le tableau de bord de la voiture. Eh bien, on veut montrer à l'avenir qu'on est de plus en plus présent. Ça passe aussi par une présence en tant qu'assesseur dans les bureaux de vote. À l'élection présidentielle, on avait fourni beaucoup d'assesseurs. Ça nous avait permis de voir si les choses se passaient bien ou mal. Et nous lançons un appel, Éléonore et moi-même aujourd'hui, pour qu'il y ait un maximum d'assesseurs en Loire-Atlantique du Rassemblement national en vue des élections européennes du 26 mai. Donc vous allez probablement recevoir un mail et répondre au mail, et on fera en sorte que vous puissiez être assesseur près de chez vous ou dans votre bureau de vote. Je ne sais pas si c'est possible dans le bureau de vote, mais dans votre commune en tout cas, dans votre quartier. Voilà, chers amis, pour ces quelques mots en vue des élections européennes. Et puis, nous allons passer un très bon moment dans les heures qui viennent avec Edwige Diaz, notre invitée, qui est donc vice-présidente du groupe RN au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Et nous allons bien sûr, après le déjeuner, déguster la traditionnelle galette des rois. Et c'est important, les traditions, c'est important qu'on y revienne chaque année. Et ensuite, au travail et
mobilisation générale donc pour les élections européennes le 26 mai prochain. Merci. Alors je précise que pour voter, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales, vous avez jusqu'au 31 mars pour le faire. Donc n'hésitez pas, si vous c'est fait, tant mieux, mais à le dire autour de vous. Parce que les gens pensent que ça s'arrête au 31 décembre, mais en fait, on a 3 mois de rap, donc il faut en profiter. Voilà, écoutez, merci en tout cas Gauthier de toutes ces précisions que tu as apportées. Bien, merci Éléonore, merci à tous. Alors c'est vrai que c'est jamais facile de parler après le repas, parce qu'il y en a qui ont tendance à piquer du nez. Bon, ça va, je vois que vous suivez, alors je vais vous demander une petite demi-heure d'attention, et après, si vous le voulez bien, avant, après ou après la galette, on verra, on pourra se laisser un temps pour poser les questions, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés tout à l'heure par nos deux excellents orateurs, mais on n'a pas le temps de balayer tous les sujets, tellement le programme du Rassemblement National est riche, et surtout tellement l'actualité est riche aussi. Alors, nos amis nous ont parlé des sujets d'actualité tout à l'heure. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. Si vous le voulez bien, je vais vous parler de ma région, de la Nouvelle-Aquitaine. Oui, parce qu'en plus, je sais que du coup, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient des attaches dans le secteur. Ah oui, voilà, c'est ça, je les vois au fond. Alors, la Nouvelle-Aquitaine, c'est une région immense, qui part des Deux-Sèvres, qui va jusqu'à Pau, et on fait le tour par l'est du côté du Limousin et on remonte jusqu'en Creuse. Donc c'est 12 départements, 6 millions d'habitants, un conseil régional composé de 183 élus. Voilà, c'est une véritable grosse machine. Et c'est une région dirigée, parce que ça existe encore, par le Parti Socialiste. Avec la complicité coupable des LR. Alors, je vais vous raconter quelques petites anecdotes. Et je vais commencer par vous raconter le commencement de la Nouvelle-Aquitaine. Donc nous sommes la fusion de l'Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes. Le Poitou-Charentes qui a été présidé pendant plusieurs années par Ségolène Royal. Et Ségolène Royal, avant de partir dans son ministère, elle a caché quelques cadavres dans les placards que nous avons trouvés en arrivant dans cette région. Donc disons que le mariage avait plutôt mal commencé, puisque quand nous avons étudié les comptes, nous avons découvert que Ségolène Royal, avant de partir, avait laissé des ardoises, et pas des petites ardoises, puisque, pour ne vous citer qu'un premier exemple, j'en aurai d'autres après, elle a laissé des impayés, donc des factures impayées, pour un montant de 132 millions d'euros. Ah oui, c'est pas une paille, comme vous le dites. Voilà. Et donc ce qu'il faut voir derrière ces 132 millions d'euros, c'est non seulement évidemment une mauvaise gestion, avec de la cavalerie budgétaire, mais c'est surtout toutes les entreprises qui sont derrière, qui n'ont pas pu bénéficier, qui n'ont pas pu recevoir leur argent, donc qui sont tombées en faillite pour certaines, et c'est aussi tout le tissu associatif qui a été largement pénalisé, puisqu'ils n'ont pas pu recevoir leurs subventions. Donc ça, c'était l'acte 1, Ségolène Royal. L'acte 2, c'est qu'elle a voulu financer des TER, parce que vous savez que les conseils régionaux ont la compétence des TER, tout comme ils ont la compétence du développement économique, de la formation professionnelle, de la culture et de la transition énergétique, pour ne citer que quelques exemples. Donc Ségolène Royal, du fait de sa mauvaise gestion et de son manque de trésorerie, a dû avoir recours à ce qu'on appelle un crédit bail pour financer les rames TER. Ces rames TER qui auraient dû nous coûter environ 140 millions d'euros, quelque chose comme ça, finalement, on va se retrouver avec un coût de ces rames TER de 303 millions d'euros.
C'est scandaleux. Mais c'est pas tout, donc ça c'est l'acte 2. Il y a l'acte 3 de la mauvaise gestion de Ségolène Royal. C'est que du fait, une fois de plus, de sa mauvaise gestion, elle a dû financer son fonctionnement et son investissement par de l'emprunt. Donc quand c'est fait de manière tout à fait raisonnable, c'est signe de bonne santé quand une collectivité emprunte pour investir. Sauf que là, c'est pas tout à fait le cas, puisque elle a eu recours à hauteur de 200 millions d'euros pour des emprunts toxiques, dangereux, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt dangereux et variables. Donc 200 millions d'euros d'emprunts dangereux, dont 46 millions d'euros d'emprunts très toxiques, avec un taux allant jusqu'à 23%. Donc vous imaginez la situation dans laquelle on s'est retrouvé. Donc nous, on s'est dit peut-être un petit peu naïvement, parce qu'Alain Rousset, qui est notre président de région, avait dit on va redresser la barre, on va se sortir de là, etc. Donc nous, on s'était dit peut-être un petit peu naïvement qu'ils allaient réaliser quelques économies. Bon, c'est pas comme ça qu'ils ont prévu les choses. Ils ont plutôt prévu d'augmenter les impôts. Vous savez que les régions se financent via de la fiscalité indirecte, notamment le prix du cheval fiscal et une part régionale de la TICPE. Donc la TICPE, vous savez, c'est une taxe sur les carburants. Et il y a une part régionale de la TICPE. Et donc en fait, l'exécutif socialiste a décidé de mettre au plafond cette part régionale de la TICPE. Et alors qu'on nous avait dit que les fusions des régions ferait faire des économies, on s'est rendu compte que c'était du pipeau, et en plus, pour vous donner un exemple concret, le prix du cheval fiscal, donc vous savez, sur nos cartes grises, à l'époque, pour l'Aquitaine, c'était 35 €. Et maintenant, avec la nouvelle Aquitaine, on est passé à 41 €. Donc les socialistes, c'est toujours plus d'impôts, et surtout, pas moins de dépenses. Alors je vous disais que la région s'occupait de la partie développement économique, tout ça, transition énergétique, mais aussi de la partie coopération internationale et culture. Alors je voudrais qu'on s'arrête un instant sur cette partie coopération internationale. Ils ont décidé, donc les socialistes ont décidé d'aider des pays divers et variés dans le monde. Et je voulais attirer votre attention sur un exemple. Vous n'allez pas me croire, mais pourtant je vous assure que c'est vrai. On a décidé d'attribuer une subvention de 30 000 € pour la réinsertion des anciens FARC de Colombie pour qu'ils deviennent des éco-guides forestiers. Il fallait quand même avoir l'idée. Alors justement, c'est là que je vais vous parler un petit peu des Républicains. Donc nous, quand on a vu cette délibération, on s'est dit FARC, c'est quand même, on a posé la question, est-ce que c'est quand même bien les forces armées révolutionnaires de Colombie? L'exécutif socialiste nous a répondu que oui. Donc on a regardé les Républicains et on leur a dit, vous n'allez quand même pas voter pour ça. Et ils nous ont dit d'une manière très embêtée, écoutez, on ne sait pas trop, il faut qu'on réfléchisse. Donc j'appelle la presse, je leur dis écoutez, là j'en ai une bonne pour vous. Et donc ils me disent bon mais Madame Diaz quand même, vous Rassemblement National vous exagérez toujours un peu. Ils me croient pas trop. Je leur envoie la délibération, ils me rappellent et ils me disent c'est scandaleux. Ah ben oui. Donc en fait les journalistes font l'enquête et on découvre grâce à la presse que le projet de cette histoire de FARC, donc c'est en effet d'aller former les anciens combattants des FARC en éco-guides forestiers. Une fois que les meilleurs d'entre eux auront été formés, on va les faire venir chez nous, parce qu'on a, comme chez vous, j'imagine, des parcs naturels régionaux. Donc on va les faire venir dans nos PNR pour qu'à leur tour, ils forment nos éco-guides forestiers. Et après, tout ce petit monde ira dans les écoles primaires faire un compte-rendu d'expérience. Voilà. Voilà une petite perle socialiste. Mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. Toujours dans cette même
commission, qu'est la coopération internationale, on découvre une délibération en début d'année pour une subvention pour l'Aquarius, dont Éléonore vous a parlé tout à l'heure, hein, avec l'association SOS Méditerranée qui est maintenant habilitée à venir dans les écoles faire de la propagande. Ça s'appelle de l'embrigadement de la jeunesse. Hein. Donc on découvre une délibération qui associe l'Aquarius et SOS Méditerranée. Et la délibération, c'était pas tout à fait dit comme ça, mais c'était un peu ce que ça voulait dire. C'est que, en gros, comme l'Italie elle est méchante et qu'elle n'a pas voulu accueillir le bateau, eh bien le bateau a dû parcourir 1500 km de plus pour terminer à Valence, et ça a coûté de l'argent, et donc on demande à la Nouvelle-Aquitaine de payer 50 000 €. Ben voyons. Alors donc, notre stupéfaction à la lecture de cette délibération, on regarde toujours un peu naïvement les LR pour leur demander ce qu'ils allaient voter. Et donc ils nous ont dit qu'ils étaient très embêtés. Encore. Et donc en fait ils nous ont fait... On a eu le suspense, hein, parce que vous savez, il y a les commissions, et après la commission permanente, c'est quelques jours après. Donc pendant quelques jours, on s'est dit, bon, quand même, ok, il a dit qu'il ne fallait pas financer l'immigration, donc quand même, les LR, là, ils vont se secouer un peu. Donc arrive le moment du vote de cette commission permanente avec cette délibération, et alors là, très courageusement, les LR n'ont pas participé au vote. Oh les lâches. Oui, les lâches. Voilà ce qu'on a dans notre coin. Mais c'est pas tout. On s'occupe aussi de la culture. Ah bah alors ça, la culture, c'est... Sans jeu de mots, c'est le poteau rose. Donc on a des œuvres d'art, des pièces de théâtre, au nom très évocateur, l'extraterrestre et le petit caca. Je crois que ça coûte 9 000 €. Voilà. Non mais ça, on pourrait en rire si c'était pas si triste quand même. Voilà. Nous avons aussi un spectacle qui s'adresse aux enfants à partir de 8 ans, au titre très évocateur aussi, qui s'appelle Furax Libido. Alors quand on a vu ce titre... On est parti voir le synopsis là, et donc on a découvert que c'était en effet un spectacle pour enfants à partir de 8 ans, un spectacle de clown je crois, et qu'en fait ça faisait l'exposé de la solitude amoureuse et sexuelle sur fond d'addiction à l'alcool. À cet âge-là. À cet âge-là, voilà. Après on finance... tout ce qui est festival de gauchistes punk à chiens, peut-être que vous savez, vous en avez peut-être entendu parler, un truc qui s'appelle le Reggae Ska. Alors ça, en fait, c'est assez rigolo aussi. Donc, il y a des articles dans le journal qui nous disent que les communes ne veulent pas accueillir le Reggae Ska parce qu'il y a des problèmes de drogue et des problèmes de violence et des problèmes de perturbation sur la voie publique, mais la région finance quand même le Reggae Ska. D'ailleurs, au conseil régional, ils sont aussi pour la légalisation du cannabis. Ceci explique peut-être cela. Nous avons les grands défenseurs de vous savez, l'égalité homme-femme. Oui, bah, ceux-là, ils sont très présents chez nous aussi. Mais ça ne les empêche pas d'aller financer des spectacles où se produisent des artistes, entre guillemets, comme, alors certains d'entre vous connaîtront, Orelsan. Oui, ça vous dit quelque chose. Vraiment, je ne peux pas vous dire les paroles parce que c'est indécent. Mais imaginez le pire de ce qu'on peut dire sur la condition de la femme, et ben lui, il dit. Ouais. Non, ben moi, je ne peux pas chanter ça, je suis désolée, mais allez regarder sur YouTube et vous tapez Orelsan, chanson de la Saint-Valentin. Bah voilà, c'est ça. C'est pas très romantique. Un remède contre l'amour. Voilà. Alors, donc ça c'est pour la région, mais je vais quand même vous parler d'une œuvre culturelle, donc là qui n'est pas financée par la région, mais qui est financée par Alain Juppé. Parce que là ça vaut le coup quand même aussi. Alain Juppé. Pouf. Donc Alain Juppé a décidé, alors on ne sait pas si c'est pour se rapprocher de Jupiter ou si c'est pour communiquer avec Juncker qui parle aux extraterrestres, mais il a décidé de financer
pour 750 000 euros. Donc voilà, c'est pas une paille, 750 000 euros, une soucoupe volante. Non, c'est pas faux. Alors c'est pas un vrai truc à vocation pédagogique, astronomique, hein, pas du tout. En fait, c'est une soucoupe volante qui fait à peu près 3-4 mètres de diamètre, qui est posée sur des piliers dans l'eau. Et donc c'est voilà, c'est une œuvre d'art, 750 000 euros. Alors quand nous on a découvert ça, avec l'équipe des militants du RN33, on s'est dit que le jour de l'inauguration, on allait faire une action. Et donc nous avons déployé une banderole de 30 mètres. Et nous avons dit 700 000 euros, Juppé, les Martiens te disent merci. Voilà, c'est quand même assez triste tout ça. Et après, ben, on a, j'imagine que vous avez ça dans votre région aussi, toute la gabegie d'argent public. Je vous rappelle quand même qu'on avait dit que que la fusion des régions devait une fois de plus amener des économies. Je vais vous donner un exemple sur le coût du personnel. Sur le coût du personnel, il y a deux choses qui sont remarquables avec le personnel de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est que déjà, le fait d'avoir fusionné les anciennes régions, il n'a pas fallu créer d'inégalités. Et ça, bon, c'est normal. Sauf qu'en fait, il a fallu harmoniser les primes. Et du coup, ça s'est fait par le haut. Et donc, les frais de personnel coûtent, en plus de... Voilà, si on fait l'addition des 3 anciennes régions et si on rajoute ce que ça coûte aujourd'hui à cause de la fusion, on rajoute par an 18 millions d'euros. Ensuite, on a un comité Théodule qui s'appelle le Césaire, que toutes les régions ont aussi, qui existe à l'échelle du pays, qui existe aussi à l'échelle de l'Europe, qui coûte pour le coup un pognon de dingue. Alors le Césaire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Conseil économique, social, environnemental régional. Et donc en fait c'est un comité véritablement Théodule et pléthorique surtout, parce que je vous disais que nous on est 183 élus, c'est déjà énorme, mais eux sont 266. Et donc, on pourrait se dire qu'à 266, ils sont très productifs, ces gens-là. Et donc, en fait, ils rédigent de temps en temps des rapports. Donc, on les a lus, ces rapports. Et donc, en fait, dans ces rapports, ils se contentent de constater, de déplorer, de remarquer. Mais nous, on remarque surtout que ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et ça coûte 5 millions d'euros par an. Rien que pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite, on a le financement de tous les syndicats, voilà, que vous pouvez imaginer. Les syndicats en Nouvelle-Aquitaine, ça coûte à peu près 600 000 euros par an. Voilà. Donc, voilà comment l'argent est dépensé. Et on a aussi toute la partie immigration, parce que l'Aquarius, finalement, c'était juste un détail avec ses 50 petits 1000 euros. Mais on a aussi tout ce qui est embrigadement de la jeunesse dans les écoles. Et donc on va financer des troupes de théâtre qui vont, pendant les heures de cours, dans les lycées, faire, souvent c'est en partenariat avec Amnesty International. Bah oui, bah bravo, voilà. Et donc, dans le cadre d'un projet pédagogique, on va réunir une classe avec ces artistes, voilà, ces intervenants de la troupe de théâtre, le prof étant d'accord pour mener à bien cette opération. Et le projet pédagogique consiste en la chose suivante. Il s'agit d'amener les élèves à une réflexion sur la migration. Ça veut dire que la première heure de cours, vous demandez aux élèves ce qu'ils pensent de la migration, des migrants, des demandeurs d'asile, etc. Dans un deuxième temps, on leur demande de regarder, de se poser la question, à savoir si dans leur famille, ils ont aussi des personnes qui ont immigré, etc., etc. Ensuite, on leur présente le spectacle. Et à la fin de ce cursus pédagogique, on leur demande si leur vision de l'immigration a changé. Mais là-dedans, on ne parle absolument pas de l'assimilation. On ne parle absolument pas des valeurs françaises. Vous voyez, c'est ça la question. C'est que c'est véritablement à l'inverse de ce qu'on défend. Nous, on défend l'assimilation républicaine et eux, c'est la culture de la différence, quoi. Voilà.
Et ça coûte, je sais plus, 8 000, 9 000 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est ce qu'on a assez régulièrement, malheureusement. Et toujours sur l'immigration, donc là c'est pour vous parler un petit peu du département de la Gironde. On en entend finalement peu parler, mais je vous le dis parce que c'est scandaleux et ça doit être su. La Gironde est le 4e département de France à accueillir le plus de MNA. Vous savez, les MNA, ce sont les mineurs non accompagnés, qui sont pas toujours mineurs d'ailleurs, c'est ça. Mais surtout, on n'a pas le droit de les obliger à faire les tests osseux ou dentaires pour déterminer leur âge. Donc on se retrouve en Gironde avec une submersion migratoire de mineurs non accompagnés qui coûte très cher au département. C'est notre ami Gilles Pénel qui avait fait le calcul, et qui a été officialisé d'ailleurs. Un MNA coûte au département 4 200 euros par mois. Voilà. C'est colossal, c'est colossal. Et on a régulièrement, et même dans la presse, chez vous c'est Ouest France ? Oui. Bah, chez nous c'est Sud-Ouest. C'est à peu près la même chose. Et on a dans Sud-Ouest, dans la rubrique Faits divers, qu'un monsieur de 90 ans a été séquestré chez lui, menotté à son lit et menacé avec une hachette par 3 MNA. Alors je me suis dit qu'ils n'avaient certainement pas les mêmes codes culturels que nous. Et je suis partie visiter la prison de Gradignan. Donc on a une prison à côté de Bordeaux. C'était très intéressant parce qu'il y a un quartier pour mineurs. Et donc le directeur de la prison nous a fait visiter toute la partie, la jolie partie, avec la partie hôpital qui avait été refaite, etc. etc. Et nous, avec mon député, donc, qui est Jacques Colombier, président de notre groupe en Nouvelle-Aquitaine et qui est aussi député européen, donc j'accompagnais à cette occasion-là, nous avons demandé au directeur d'aller visiter le quartier des mineurs. Bon, c'était vraiment un moment très éprouvant. Évidemment, chez nous, nous ne sommes pas du côté des délinquants, mais c'est vrai que les conditions de détention étaient particulièrement difficiles. Mais surtout, quand on est arrivé dans ce quartier des mineurs, je me suis demandé où j'étais, quoi. Heureusement qu'il y avait des grilles. Les mineurs ne ressemblaient pas du tout à des mineurs. Et surtout, on a demandé au directeur de la prison, est-ce que vous êtes concerné par la question des mineurs non accompagnés ? Donc il était un petit peu gêné, le directeur, forcément, parce qu'il savait qu'on était du Rassemblement National, et il nous a dit oui, on a un petit peu de MNA. On lui dit aujourd'hui par exemple combien ? Quels sont les effectifs ? Et donc c'était au mois de septembre, donc il n'y a pas très longtemps. Sur 19 mineurs incarcérés, donc ils ne sont pas incarcérés parce que ce sont des enfants de cœur, on est bien d'accord. Donc sur 19 mineurs qui étaient incarcérés à la prison de Gradignan au mois de septembre, 12 étaient des clandestins. Voilà. Donc ça, ce sont des chiffres réels, incontestables, que vous ne verrez pas dans la presse, bien évidemment. Mais c'est pour ça que quand nous faisons un lien entre l'immigration massive clandestine et la délinquance, on n'est pas tombé sur la tête. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui se passe chez nous, dont on n'entend pas suffisamment parler, mais pour l'instant, et pourtant, c'est bien la vérité. Et c'est pour ça que ces élections européennes revêtent un enjeu majeur, parce qu'en définitive, même si on ne s'en rend pas forcément compte, l'Union européenne a un véritable impact sur notre quotidien. Vous savez bien que les quotas de migrants, de clandestins sont votés à Bruxelles et qu'après, ces personnes-là se retrouvent chez nous. Mais il y a d'autres questions aussi. Il y a la question des éoliennes. Les éoliennes, ça émane des directives de l'Union européenne et après on se retrouve avec des éoliennes dans nos champs. Il y a la question aussi de nos traditions qui est touchée. Je ne sais pas s'il y a des chasseurs dans la salle, mais la question de la chasse à l'oie est une question récurrente depuis quelques années. Ça veut dire en fait on nous interdit de chasser les oies après fin février, alors que quand elles arrivent aux Pays-Bas ou en Allemagne, elles sont gazées. Et donc, pour vous donner un chiffre concret, l'Union européenne dépense par an 109 millions d'euros pour gazer 156 000 oies qu'on nous interdit de chasser chez nous. Ouais, 109 millions pour 156 000 oies. Ouais. Ah oui, c'est complètement hallucinant. C'est nous qui payons. Ah oui, c'est nous qui payons. L'Union européenne, telle qu'ils la veulent,
c'est l'intégration de la Turquie. Il faut quand même savoir que la Turquie, c'est la première prison de journalistes au monde. Et ils voudraient la faire rentrer avec nous. Enfin, on doit absolument se protéger. Et il y a aussi la question des agriculteurs qui sont touchés de plein fouet par cette Union européenne. C'est-à-dire qu'on interdit l'étiquetage, donc la sécurité alimentaire est mise en jeu puisqu'on ne peut pas avoir de traçabilité. Il y a les aides de la PAC qui sont très mal redistribuées et finalement qui s'adressent essentiellement aux exploitations qui ont la capacité administrative ou comptable de faire des demandes d'aide, parce que l'agriculteur de l'exploitation familiale, il n'a pas le temps de remplir tous ces dossiers complètement kafkaïens. Ensuite, il y a la concurrence déloyale qui est organisée à cause des traités de libre-échange. Et, vous voyez, c'est complètement hallucinant. Donc, l'importance de ce scrutin du 26 mai ne doit pas être à négliger. Tout à l'heure, on vous a rappelé à juste titre qu'on pouvait s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 31 mars, c'est tout à fait vrai. On a parlé aussi de la mobilisation de nos électeurs en nommant des délégués et des assesseurs, mais il y a quelque chose aussi qu'il faut rappeler, c'est l'importance des procurations. Alors les procurations, c'est très facile à mettre en place, c'est gratuit, c'est-à-dire que moi par exemple, je ne suis pas là pour aller voter. Le 26 mai, je dis à Éléonore par exemple qu'elle va voter pour moi. Moi je me rends à la gendarmerie, je donne le nom d'Éléonore et Éléonore le 26 mai va voter à ma place. Elle doit juste être inscrite dans la même commune, pas forcément dans le même bureau de vote. Et je vous rappelle que le 26 mai ça va tomber le jour de la fête des mères. Ah, je m'en doutais. Donc ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à un record d'abstention. Et l'abstention, on sait que ça ne nous sert pas. Donc notre liste, la liste menée par Jordan Bardella doit arriver en tête pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un enjeu de société, c'est un enjeu identitaire, c'est un enjeu économique. Mais surtout, vous imaginez déjà nos adversaires, si jamais nous ne faisons pas le même score que la dernière fois, ou si jamais nous n'arrivons pas en tête, eh ben, nos adversaires vont se rire de nous, et on les entend déjà dire que le Rassemblement national est en crise. Vous voyez, donc et puisqu'on a entendu l'année dernière que Marine était morte, etc., ce qui est absolument faux. Mais ils feront tout pour nous savonner la planche. On ne doit pas attendre aucun cadeau. Là, ce qu'on disait tout à l'heure sur le grand débat, c'est clairement Emmanuel Macron qui est en campagne. Voilà. Et d'ailleurs, on a bien vu que tous les médias étaient aux ordres et nous passaient en boucle les interventions de Macron en disant que c'était le plus beau, le meilleur, le plus fort, etc., etc. Donc notre campagne doit être active, elle doit commencer dès maintenant, elle doit être sur tous les plans, et notamment pour que vous soyez performants sur les actions de terrain, parce que nous allons devoir aller sur les marchés, nous allons devoir aller coller nos affiches, et sur les marchés, pour que vous soyez performants, pour que vous ayez des arguments, parce qu'on doit être fier de représenter le Rassemblement national, et on ne doit surtout pas avoir peur d'être déstabilisé par l'adversaire, parce que quand on voit leur bilan, c'est plutôt eux qui devraient rougir de leur bilan. Donc, pour être suffisamment informés, moi je vous conseille, pour ceux qui ont les réseaux sociaux, de liker ou de suivre ou d'aimer, voilà, parce que je ne veux pas faire trop d'anglicisme, mais vous aimez les pages Facebook et vous suivez les comptes Twitter des cadres nationaux, des élus de votre secteur aussi, ou des élus en France. Il faut que vous vous inscriviez à la lettre d'information du Rassemblement national. Ça, vous allez juste sur le site du RN, c'est la première chose qu'on vous demande quand vous allez sur le site, c'est voulez-vous recevoir la lettre d'information. Donc vous avez juste votre mail à rentrer. Il faut que vous fassiez la même chose pour l'ENL. Vous savez, l'ENL, c'est l'Europe des Nations et des Libertés, c'est notre groupe au Parlement européen. Et eux aussi, ils ont une lettre d'information. Donc vous vous informez avec ça. Vous avez, je vois ici, de la documentation des vents d'ouest ou des tracts de marine. Il y aura régulièrement du matériel de campagne qui arrivera dans la fédération, donc il faut que vous vous organisiez pour couvrir votre territoire et surtout pour être sûr de vous. Voilà. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce qui se passe en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine et l'importance de ces élections européennes. Ce que je vous ai dit sur les empreintes toxiques là, tout à l'heure,
vous souvenez, les 200 millions d'euros, puis les 46 millions d'euros. En fait, ça, je vous ai dit que c'était l'acte 3, mais j'ai oublié un acte 4 qui est scandaleux aussi. C'est qu'en fait, ces emprunts ont été signés par des personnes qui n'avaient pas la délégation de signature. C'est pénal. Bah oui, c'est pénal, sauf qu'en fait, comme ils ont été signés il y a longtemps, la clause était... Voilà, c'est 5 ans, c'est 5 ans. Et donc, comme nous, on est arrivés dans cette région après la signature des 5 ans, on n'a pas pu aller au pénal. Voilà, mais donc c'est pour vous dire à quel point ils sont amateurs, vous vous rendez compte? Aller signer des emprunts toxiques avec des taux variables allant jusqu'à 23% et envoyer quelqu'un qui n'a pas le droit de signer ça au nom de la région, c'est complètement fou. Donc il y a ça que je voulais vous dire. Et un autre truc aussi sur le personnel, donc je vous ai dit que ça coûtait 18 millions d'euros de plus par an, mais en plus, la Cour des comptes a épinglé la région Nouvelle-Aquitaine parce que la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas été en mesure de dire de combien d'agents elle disposait. Elle sait que c'est à peu près 8000 agents, mais elle ne sait pas exactement combien. Ça veut dire qu'on n'a pas quelqu'un qui fait des fiches de paye et qui est capable de nous dire combien de personnes travaillent pour cette région. Donc voilà, enfin, du grand n'importe quoi, du grand socialisme. Voilà. Bon, maintenant c'est à vous de poser les questions. Hein. Oui, Nicole. C'est bien clair qu'en cas de leur victoire pour Jordan, on peut fermer les frontières après. Non, en fait, comment dire, la question, je ne sais pas si tout le monde a entendu la question de Nicole. Non. Alors je vais répéter les questions, comme ça tout le monde entendra. Donc Nicole a demandé si en cas de victoire de Jordan, on pouvait fermer les frontières. C'est pas aussi simple que ça. Notre devoir, c'est d'arriver en tête pour envoyer une forte délégation française au Parlement européen. Cette délégation française s'alliera avec d'autres délégations d'autres nationalités, le but étant de faire un groupe le plus important possible pour pouvoir ou être majoritaire au Parlement européen ou sinon avoir une minorité de blocage. Donc ça se fait en 2 étapes. Les élections européennes, c'est la première étape, et la deuxième étape, c'est la constitution du groupe. Et là, souvenez-vous qu'en 2014, on nous avait dit que Marine n'arriverait jamais à faire son groupe, nos détracteurs avaient été mauvaise langue comme à leur habitude, et finalement on a réussi à faire un groupe, donc le fameux groupe ENL qui fait un travail remarquable. Ouais, j'avais une question derrière. Ah ben, c'est vous, pardon, j'ai pas mes lunettes. Oui. J'ai une question du coup. Vu que le Parlement européen, il a aucun pouvoir, c'est la Commission européenne qui a tous les pouvoirs. Ouais, moi je veux bien croire que la posture électoraliste d'avoir plein de députés RN au sein du Parlement européen, ça pourrait peut-être être possible, mais moi je pense que le Parlement européen, il n'a aucun pouvoir. C'est la Commission européenne qui a tous les pouvoirs. Alors en fait c'est une étape. En fait, c'est la Commission européenne qui propose les lois, et les lois sont, enfin les directives, et après les directives sont votées par le Parlement. Donc c'est sûr que si vous n'avez ni majorité à la Commission européenne, donc les commissaires européens qui sont non élus, je vous le rappelle, et en plus que vous n'avez pas de députés, ben autant creuser votre tombe tout de suite. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir beaucoup de députés, ça pourra permettre de bloquer l'application des directives voulues par les commissaires européens. Et ça, vous savez que les commissaires européens sont nommés par les pays. Et donc, les élections européennes sont le début d'un cycle électoral. Donc, qui commence en 2019 avec les européennes, 2020 les municipales, 2021 les départementales et les régionales, et 2022 la présidentielle. Donc, l'enjeu, c'est déjà de pouvoir infiltrer de manière la plus importante possible ces rouages administratifs et technocratiques pour demain, quand Marine arrivera au pouvoir en 2022, être suffisamment fort à la fois sur le plan de la Commission européenne et sur le plan des députés. Donc voilà, c'est une première étape. Oui. Vous vous dites la question ou je la répète ou comme vous voulez. Alors en fait, il y a 750 députés européens
Donc ça fait beaucoup d'élus à avoir, mais après on n'est pas obligé d'être tous réunis dans un seul et même groupe. Il peut y avoir des alliances de circonstances en fonction des dossiers. Voilà. Sachant que donc, sur le groupe ENL, pour l'instant, on est 35, je crois, mais il y a quelque chose que nos députés, et notamment Nicolas B, a contribué à construire, c'est la Fondation pour l'Europe des Nations et des Libertés et le Mouvement pour l'Europe des Nations et des Libertés, qui a été créé parce qu'en fait, il y a des parlementaires dans tous les pays de l'Union européenne qui ne sont pas forcément parlementaires européens, mais qui sont des parlementaires nationaux et qui pensent comme nous. Et en fait, ce groupe d'ENL élargi, on va dire, comporte aujourd'hui plus de 300 députés. Donc vous voyez, nos idées, quand on dit que nos idées arrivent majoritaires dans un certain nombre de pays, ça se concrétise aussi par un effet de ruissellement sur les députés ou les sénateurs, quand il y a un Sénat, nationaux. Oui. Concernant la proportionnelle, mais pour les députés, oui. Il y en a qui ont parlé de mettre une partie de la proportionnelle. Oui. Comment ça va marcher? Alors, donc la question de la proportionnelle pour les élections législatives. C'est la question du monsieur. Donc nous, notre programme est clair, c'est que nous voulons une part importante de proportionnelle aux élections législatives, qui doit être cumulée avec un abaissement du nombre de députés. Souvenez-vous, dans notre programme présidentiel, actuellement c'est 577 députés, et nous voulons abaisser le niveau de députés à 300 membres. Donc nous voulons une véritable représentation nationale. En revanche, là où il y a de l'arnaque avec Macron, c'est que lui veut pas une dose de proportionnel, mais une dosette de proportionnel. Donc ce qu'il nous propose, c'est tout à fait insuffisant, et c'est pour ça que dans le cadre de la réforme constitutionnelle, il va falloir qu'on se batte, mais il ne faut surtout pas qu'on succombe aux sirènes d'Emmanuel Macron, qui est une fois de plus en train de nous vendre du vent, qui nous donne des miettes, qui va nous dire, ben voilà, vous avez 10-15% de députés à la proportionnelle. Sauf qu'en même temps, il y aura un redécoupage des circonscriptions, et vous vous doutez bien que ça soit le PS ou Macron, en ce qui concerne le charcutage de territoire électoral, ils savent y faire, donc c'est évidemment pas des circonscriptions. Ils vont tout faire pour baisser nos scores, enfin en tout cas pour mettre par exemple les grandes villes dans des circonscriptions rurales où on fait des bons scores. Donc c'est pour ça que sa proposition de proportionnelle, c'est du vent. Oui, mais combien le Rassemblement national propose-t-il de pourcentage? Ben là, ça dépendra du nombre de circonscriptions qui auront été découpées. En fait, ça va dépendre de cette réforme constitutionnelle qui va arriver. Mais le plus possible, en fait, on voudrait qu'il y ait comme un peu comme les régions. Vous savez, dans les conseils régionaux, vous avez, donc c'est une proportionnelle aussi, avec une prime majoritaire à celui qui l'emporte. Et ça permet en fait d'avoir des majorités et on évite l'instabilité législative. Voilà. Donc en fait, ça viendra dans un deuxième temps, une fois que la réforme constitutionnelle aura été votée. Et vous proposez combien? Ben, ça dépendra, monsieur, du nombre de circonscriptions. En fait, on est obligé, on ne peut pas dire un chiffre comme ça qui serait déconnecté de la réalité, ou alors qui serait contre la loi et de ce fait pas applicable. Donc on est obligé d'attendre cette réforme, et en fonction de cette réforme, on se fixera, mais là, voilà, on ne peut pas donner un chiffre comme ça, parce que ça ne serait pas collé à la réalité, ou sinon, pire, on pourrait nous accuser de mensonges, ou de ne pas tenir nos paroles, ou tout ça. Voilà. Mais alors, s'il propose 10, enfin 15, pardon, Oui. 15%, le rassemblement acceptera ou pas? Avec 15%, je pense que c'est largement insuffisant, oui. Ça, voilà, ça, déjà, on peut le dire, c'est une dosette de proportionnelle, c'est largement insuffisant. Oui. Pour pouvoir réformer quoi? Au niveau de la proportionnelle, pour qu'il y ait des sondages. Oui, mais tout à fait. En fait, il faut qu'il y ait cette réforme constitutionnelle qui passe. Pour l'instant, on n'a ni la majorité à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais de toute façon, le jour où Marine arrivera au pouvoir, on pourra proposer une nouvelle réforme constitutionnelle, et qui sera largement plus en adéquation avec notre pensée et notre désir de représentativité, voilà, et de représentation du peuple. On a encore un peu le temps.
Ben moi sinon je vais vous en poser, puis je vais voir si vous savez répondre. Un quiz. Sur le référendum d'initiative populaire proposé par Marine Le Pen. Oui, sur le référendum d'initiative populaire, oui. Sachant qu'une très grande partie de la population va à tout prix faire barrage au Front National, ne serait-ce pas, alors là je me base au niveau de la présidentielle, Oui. ne serait-ce pas au contraire un frein à Marine Le Pen pour l'intégralité des mesures qu'il faudrait prendre? Bah absolument pas, puisqu'en fait, le référendum d'initiative populaire que nous proposions dans notre programme, c'était à partir de 500 000 électeurs. C'est-à-dire, en fait, pour amener sur le devant du débat un sujet qui n'aurait pas été évoqué par les députés. Et en fait, ça permet de mettre en exergue des sujets qui touchent la société, voilà, ou qui intéressent les gens. Et donc, c'est à partir de 500 000 électeurs qu'on peut déclencher ce qu'on appelle le référendum d'initiative populaire. Contrairement aux mélenchonistes, nous, on n'est pas pour les référendums révocatoires, qui, eux, proposent carrément la destitution du président de la République. Nous, on est très respectueux des institutions, on est très respectueux des élections, des élections démocratiques, et donc on estime que si un président a été élu pour 5 ans, on n'est pas là pour le révoquer. Ouais. Quelle est la nouvelle stratégie sur l'Europe, sur l'Union européenne? Alors, la stratégie sur l'Europe, l'Union européenne. C'est bon, vous m'entendez bien? Alors, nous, notre position, elle est claire. Nous sommes attachés à l'Europe, parce que c'est un fait géographique, culturel, continental, voilà, c'est comme ça. Nous sommes attachés à l'Europe. Mais nous sommes contre l'Union européenne. Ça, vous l'avez bien compris pour ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, parce que ça a une incidence sur notre quotidien en termes d'immigration, de sécurité alimentaire, de sécurité, de lutte contre le terrorisme, d'écologie, etc., etc. Donc, à l'époque où il était question d'un Frexit, c'est parce que le contexte était différent du contexte actuel. Hein. Aujourd'hui, nos alliés sont au pouvoir, donc nous pouvons envisager de la coopération internationale avec nos alliés européens. Vous voyez la différence? Donc, une fois de plus, ne succombez pas aux attaques faciles et basses de nos adversaires qui vont dire vous avez changé d'avis. Non, c'est pas nous qui avons changé d'avis, c'est le contexte qui a évolué. Et donc, nous nous adaptons à ce contexte-là, qui en plus est un contexte favorable parce que nos alliés qui arrivent au pouvoir dans les autres pays européens défendent la même ligne que nous. Donc pourquoi voilà, on n'aurait aucun intérêt maintenant à sortir de l'Union européenne telle qu'elle est si on arrive à inverser la tendance de l'intérieur. Le malheur que vous avez fait, c'est de quitter l'euro au présidentiel, et au jour d'aujourd'hui, les Français, ils vont encore ça dans la tête. Ah ben ça, c'est le jeu de nos adversaires, en fait. Vous savez, après la présidentielle, Marine a convoqué un bureau exécutif ou un bureau politique. Et elle a eu le courage et la hauteur de vue de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se remet en question pour se relever et avancer? Ou alors, est-ce qu'on se résigne et est-ce qu'on abandonne tout? Et donc, en effet, nous avons bien compris, d'ailleurs on l'avait tous entendu sur les marchés, que la sortie de l'euro était perçue comme anxiogène. Voilà, les Français n'étaient pas prêts à ce Big Bang administratif et institutionnel. Donc on s'est dit, faisons une analyse, regardons ce qui se passe dans l'Union européenne actuellement, et on en est arrivé à la conclusion que je viens de vous exposer, à savoir qu'il était possible de réformer l'Union européenne de l'intérieur, donc que ça n'impliquait plus ni un Frexit, ni une sortie de l'euro, en tout cas dans l'immédiat. Et il y a eu une hiérarchisation des priorités, à savoir que nous devions récupérer notre souveraineté territoriale, législative, et ensuite monétaire en fonction de l'actualité. Voilà, en fait, on ne peut pas faire des projets sur 5 ou 10 ans parce que la politique bouge beaucoup. Il y a des élections, là tout le monde a bien compris que le clivage droite-gauche était terminé, qu'on arrivait sur un clivage mondialiste nationaux et donc que les plaques tectoniques étaient en train de bouger. Et donc pour ne pas prendre le risque de passer pour des menteurs ou des gens qui n'auraient pas prévu, pour l'instant, voilà, on va par hiérarchie et on observe le paysage politique qui pour l'instant va dans notre sens. Le groupe allemand qui ressemble au Rassemblement national, Oui. combien est-ce qu'il a de pourcentage actuellement?
Ouais, je crois que c'est ça, 10. Ouais, 10-15, ouais, c'est en fonction des élections, parce qu'ils votent souvent en Allemagne. Donc 10-15%. Donc ce qui est très bien, parce que c'est un parti qui était à moins de 5% il y a seulement quelques années. Par rapport à l'écologie, oui, sur l'écologie. Par rapport au Rassemblement national, oui, au Parlement, quand on sera là-bas, oui, est-ce que ce serait bien de parler du nucléaire, oui, des centrales, par rapport aux panneaux photovoltaïque. Voilà. Okay. Et du coup, il y a un patron. Je vais vous répéter les questions. Je vais vous répéter les questions après. Il y a un patron en France qui fabrique des gros rouleaux pour remplacer les panneaux solaires qui sont 100% recyclables. Ok, alors en fait, et on n'en parle pas. Voilà. La question... Et les batteries, les voitures électriques, ça va polluer. C'est ce que je vais et les centrales vont exploser parce qu'il n'y en aura pas assez. Alors... Oui, non, mais en fait, je répète la question et comme ça tout le monde entend. Donc le monsieur me pose une question globalement sur notre ligne écologique. Donc le Rassemblement national est, je pense, et largement plus que les écolos, le seul parti à défendre véritablement l'écologie, à plusieurs titres. Déjà parce que nous nous opposons au traité de libre-échange. C'est bien beau de culpabiliser l'automobiliste qui va chercher sa baguette de pain avec sa voiture de diesel tous les jours pour faire 3 km, alors qu'avec ces traités de libre-échange, on autorise des cargos à parcourir la Terre entière, et ça, c'est très polluant. Mais bon, c'est pas tellement ce que nous dit En Marche ou les autres partis. Donc, nous, ce que nous dénonçons à l'Union européenne, c'est ce lobby, notamment, qui consiste à développer ce qu'ils appellent les énergies renouvelables, notamment au moyen d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques. Donc en fait, parce que il y a des directives européennes qui ont dit qu'on devait subventionner à outrance les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Ça veut dire que la France, sur injonction de Bruxelles, s'est engagée à développer les éoliennes et les panneaux photovoltaïques sur une durée de 20 ans, et cela plombe les finances publiques à hauteur de 2 milliards d'euros par an. Ça veut dire que là, on fait un chèque de 40 milliards et pour les éoliennes et pour les panneaux photovoltaïques. Alors que les éoliennes, on sait qu'elles sont absolument pas du tout écologiques, ne serait-ce que déjà pour les produire, ensuite pour les entretenir. D'ailleurs, il n'y a aucun industriel français qui produit des éoliennes, et surtout, on ne sait pas comment les recycler. Ça, c'est pour la partie éolienne qui, je crois, produit que 2% du mix énergétique français. Pour la partie photovoltaïque, c'est encore pire. Parce que les panneaux photovoltaïques, donc là aussi, il y a un engagement sur 20 ans à hauteur de 2 milliards d'euros par an sur les finances publiques, donc une fois de plus 40 milliards. Et on se retrouve avec des panneaux photovoltaïques qui fleurissent de partout, qui produisent seulement 0,7% du mix énergétique, c'est-à-dire rien du tout. Et en plus, ces panneaux photovoltaïques sont créés avec des ressources que l'on n'a pas en France. C'est-à-dire, c'est comme les batteries, c'est des terres rares, et donc on va dépendre essentiellement de la Chine. Donc nous, au Rassemblement national, ce que l'on refuse, c'est Là aujourd'hui, notre dépendance énergétique dépend des pays du Qatar, hein, où il y a le pétrole, et nous on refuse de donner notre dépendance énergétique du Qatar à la Chine, parce que du coup ça reviendrait au même, on n'aurait aucune indépendance énergétique. Donc la solution, c'est de consacrer une partie du budget de l'État dans la recherche et l'innovation, pour par exemple les projets dont vous parliez avec du coup des inventeurs. Il y a aussi la question de l'hydrogène qui est très importante. Et il y a aussi un sujet qui est très important, c'est la question des centrales nucléaires. Alors, on peut avoir des préjugés sur la question des centrales nucléaires, il n'en reste pas moins que c'est une énergie qui nous garantit notre indépendance, qui est une des moins chères, et où on doit véritablement investir dans le grand carénage pour rendre plus sûres nos centrales nucléaires. Comme ça, on ne demande rien à personne, et on peut se chauffer en plein hiver, parce que les écolos, c'est ça, c'est pas eux qui vont allumer la bougie, ils sont quand même bien contents d'avoir le chauffage à 22 dans la maison au mois de décembre. Voilà. Et donc l'entrepreneur, vous connaissez, non? Non,
je ne connais pas tous les entrepreneurs, mais... Ouais, ben, en tout cas, si Hollande a été le voir, il n'y a pas grand-chose qui est ressorti de ce rendez-vous parce que, du coup, malheureusement, pas suffisamment connu, cet entrepreneur. Il n'a pas fait la promo de ça parce que c'est 100% recyclé. Ah ben oui. Et c'est aussi efficace qu'un panneau solaire. Ah oui, puis certainement, et puis certainement plus écologique qu'un panneau solaire. Mais une fois de plus, on voit là l'incompétence des socialistes. Il a été le voir, ok, bon bah d'accord, c'est pas commercialisé, donc il a fait chou blanc là. C'était un coup d'épée dans l'eau. Oui. Ah mais de toute façon, c'est clair que quand je dis qu'on doit investir dans l'innovation et la recherche, c'est évidemment en alliant ça au patriotisme économique. Quand je vous disais que non seulement les panneaux photovoltaïques ou sinon les éoliennes ne bénéficiaient pas à l'industrie française, ça c'est quelque chose à laquelle on doit remédier. Donc il est évident qu'il faudra favoriser l'ingénierie française. C'est le patriotisme économique, c'est ce qu'on défend aussi depuis le début. Oui. Après le départ de Nouvelle Écologie, est-ce qu'il y aura un gros volet justement environnemental? Oui. Alors vous savez que le rassemblement s'est doté de plusieurs forums. À ce jour, il existe 3 forums. Le forum Route nationale, qui a été très actif, notamment au moment de la question du passage aux 80 km/h. Il existe aussi le forum École et Nation, qui s'intéresse particulièrement aux questions d'enseignement. Et c'est d'ailleurs ce forum-là qui a trouvé que l'association SOS Méditerranée était dorénavant habilitée à intervenir dans les écoles. Et il y a un 3e forum qui est le forum Défendre et Protéger, qui regroupe les forces de l'ordre, les pompiers, les policiers, les gendarmes, et qui donc est force de proposition sur les questions de sécurité intérieure et juridique aussi. Donc Marine a besoin de s'enrichir, c'est comme ça qu'on apprend, c'est avec des spécialistes, avec de vrais experts, et donc il est évident que ce nombre de forums n'est absolument pas limitatif, au contraire, plus il y a de force de proposition et plus Marine pourra s'enrichir de tout cela pour étoffer son programme présidentiel. Donc il n'est absolument pas exclu qu'il y ait un collectif, un forum qui soit relatif à l'écologie. Il y en a un sur la culture qui ne va pas tarder à naître non plus. Donc voilà, tout ça c'est évidemment évolutif et dans le bon sens. Ces forums-là, ils sont sur le site internet du URN. Hein. Et d'ailleurs, ils sont aussi sur les réseaux sociaux avec des communiqués très intéressants. Donc quand je vous disais tout à l'heure de suivre et d'aimer les pages, voilà, vous pouvez inclure les forums. Bien sûr. Ah, il y a beaucoup de travail à faire. Hein. Mais bon, comme on dit, il faut s'instruire pour vaincre. Hein. Bon, mais s'il n'y a plus de questions, du coup, je vais vraiment vous remercier pour votre attention. Une dernière? Pardon? Un quoi? Un pronostic pour les européennes? Ça dépendra de nous, hein. Ça dépendra du travail qu'on fera, ça dépendra de l'implantation qu'on arrive à réussir, ça dépendra du nombre de tracts qui seront distribués, du nombre d'affiches qui seront collées, du nombre de réunions qui seront tenues. Donc voilà, on va espérer le meilleur possible, mais chacun a sa part de responsabilité dans le score qu'on arrivera à obtenir aux élections européennes. Je vous propose une Marseillaise? Ah oui. Allez. Oui, je sais pas comment on est à le micro là. Tu chantes au micro? Ah non, j'ai une très mauvaise voix. Alors là... Non. Oui. Éléonore vient à la rescousse. Ah, Éléonore a chanté. Tu m'avais pas dit qu'on devait faire du karaoké, donc je ne chante pas au micro. Je vais essayer de pas entonner trop. Allons enfants de la